Et après 2017, quand l'élection présidentielle est passée, j'ai vu une opportunité en fait pour prendre le large, migrant un jour, migrant toujours. Et puis j'ai décidé de partir. Je n'avais ni travail ni appartement, rien. Je l'ai fait à la rêve américain. Dans le cadre de nos éditions spéciales, Point USA reçoit cette semaine Rama Yad, ancienne secrétaire d'État sous la présidence de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui directrice du département Afrique à l'Atlantic Council, un centre de réflexion important de Washington. Elle nous confiera ses impressions sur ses nouvelles activités aux États-Unis. Ici Claude Porcella à Washington, bienvenue à Point USA, une émission hebdomadaire qui s'adresse plus particulièrement à un public francophone et francophile, qui a pour objectif de discuter en français de l'actualité américaine et internationale, en compagnie de René Lake, analyste politique et directeur de presse, Dennis Beaver, avocat et chroniqueur juridique à Bakersfield, en Californie, et Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint. Rama Yad, bienvenue à Point USA. Vous avez eu jusqu'à présent une carrière politique très chargée, culminant avec un portefeuille de secrétaire d'État aux affaires étrangères, chargé des droits de l'homme de 2007 à 2009, puis de 2009 à 2010, celui de secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé et des Sports. Vous avez été ensuite ambassadrice de France auprès de l'UNESCO. Vous avez aussi occupé diverses fonctions au niveau local et régional. Et vous travaillez maintenant dans un centre de réflexion américain. Première question, comment s'est passée votre transition des ors de la République au bureau moins lambrissé de l'Atlantic Council? Écoutez, il s'est passé que c'était le fruit d'un concours de circonstances. J'étais aux États-Unis après l'élection présidentielle française de 2017, dans le cadre d'un travail de consultante auprès de la Banque mondiale sur les questions africaines, comme je le souhaitais. Et lorsque j'ai terminé ma mission et que j'étais sur le point de repartir à Paris, on m'a attrapé par le col pour me suggérer de rejoindre Atlantic Council comme senior fellow, toujours sur les questions africaines. Et puis, 2 ans plus tard, on m'a proposé la direction du département Afrique. Et voilà, je n'ai rien fait pour. C'est un concours de circonstances qui a fait que finalement, je me suis retrouvée à ce poste qui traditionnellement revient à un Américain. Donc, mon rôle n'est pas de porter le leadership américain dans le monde, n'étant pas américaine moi-même, mais plutôt de trouver des partenariats gagnant-gagnant entre les États-Unis, l'Europe et l'Afrique. Bien des gens ne savent pas exactement ce qu'est un centre de réflexion, notamment aux États-Unis. Qu'est-ce qu'est exactement l'Atlantic Council? Atlantic Council est un think tank américain. Les think tanks américains sont différents de ce que nous connaissons en Afrique ou en Europe. C'est-à-dire, c'est plus que des instituts de recherche. Ce sont aussi des endroits où on organise des événements qui sont assez marquants à Washington, où les personnalités politiques, culturelles, les business leaders, tout cela viennent discuter de la politique étrangère américaine à Atlantic Council par des événements publics ou bien des tables rondes plus privées avec des privilégiés pour justement bâtir ces partenariats. Et puis, c'est aussi et surtout des lieux d'influence, c'est-à-dire que nous essayons d'influencer les stratégies globales
qui sont menées dans différents domaines. Et Atlantic Council, qui existe depuis les années 60, se veut bipartisan, comprend 14 programmes régionaux et thématiques. Et parmi ces programmes, il y a Africa Center, qui a été fondé en 2010 par le général Jim Jones, qui était le conseiller à la sécurité nationale de Barack Obama. Voilà. Vous avez fait votre carrière essentiellement en Europe, votre carrière politique. Comment c'est pour vous maintenant de vous intéresser plus particulièrement à l'Afrique? Écoutez, ouais, j'ai toujours eu l'Afrique en moi. D'abord, j'y suis née, j'y ai passé les premières années de ma vie. C'est le Sénégal qui m'a d'abord éduquée et donné ces valeurs de base qui font un homme ou une femme. Et je n'ai jamais oublié ou laissé de côté l'évolution du continent africain et en particulier du Sénégal, qui est ma patrie de naissance. Donc, je savais qu'à un moment donné, et je le voulais, que je m'investirais sur les questions africaines sans vraiment que la politique française me laisse le loisir de le faire, tellement c'était prenant. Et après 2017, quand l'élection présidentielle est passée, j'ai vu une opportunité en fait pour prendre le large, migrant un jour, migrant toujours. Et puis j'ai décidé de partir. Je n'avais ni travail ni appartement. Rien. Je l'ai fait à la rêve américain. On y va, on rabat les cartes, on considère que la page est blanche. Je ne suis soutenu par aucun État, aucun président lorsque j'arrive à la Banque mondiale. Et puis, et finalement, bon, je me suis battue, j'ai poursuivi mon rêve. Et puis voilà. Et puis j'ai fini par me retrouver à Atlantic Council dans cette fonction très stratégique qui vous voyez, j'ai un pied sur le continent africain, un pied sur le continent européen, un pied sur le continent américain, avec cette capacité à comprendre, à tous les comprendre, et donc à être vraiment un citoyen global et en capacité donc de relever des challenges globaux, que ce soit le climate change, que ce soit le terrorisme, que ce soit les questions de dette mondiale, toutes ces choses-là. Vous voyez, on est dans une sorte de on travaille à shape the world, vous voyez, et un monde après Covid. Et ça, c'est passionnant parce que vous avez la carte du monde devant vous et chaque jour, vous recevez, vous discutez, vous échangez avec des gens venus de partout et on est en train d'imaginer le monde du futur. Et ce travail de conception, c'est un prolongement de l'action politique, en fait, avec d'autres moyens, on va dire. Voilà, les panélistes ont des tas de questions à vous poser. René? Oui, Claude. Rama, écoutez, je crois qu'il serait intéressant à un moment, peut-être pas tout de suite, mais avant la fin du programme, peut-être de parler du dernier point quand vous présentiez l'Atlantic Council, la question de l'influence. Parce que à travers le monde, que ce soit en Afrique, en Europe, au plan international, les gens n'ont pas une grande conscience parce que c'est un modèle qui n'existe pas vraiment ailleurs. Les gens ne se rendent pas compte de l'influence des think tanks aux États-Unis, et notamment en matière de politique extérieure, en matière de politique internationale. Des think tanks comme le vôtre, comme le Council on Foreign Relations, Brookings Institution, sont des think tanks qui sont extrêmement influents et qui parfois même, j'ai presque envie de dire, déterminent les politiques américaines à l'étranger, les politiques extérieures à l'étranger. Mais en tout cas, en vous écoutant tout à l'heure, je me disais, j'espère qu'on va bientôt lire son autobiographie, parce que je crois que ça sera passionnant. Mais je ne peux pas ne pas vous poser la question de... Vous êtes arrivé en pleine administration Trump, donc je me demande comment vous avez géré cette situation très particulière pour les gens comme nous qui sommes dans ce pays depuis plusieurs décennies. Nous avons été très surpris de cette constante, constante action, constante énergie, plus ou moins positive ou plus ou moins négative selon la perception que l'on en a de cette administration Trump. Donc, comment vous avez pu vous intégrer? Comment vous l'avez ressenti? Écoutez, moi, je suis arrivée à la fin de l'administration Trump à la tête du département Afrique d'Atlantic Council. J'étais là avant à d'autres titres, au titre de Senior Fellow, au titre de Banque mondiale. Alors, quand on est à la Banque mondiale, on ne sent pas trop l'Amérique parce qu'on est dans une organisation internationale et
on fréquente pas vraiment d'Américains, mais plus la communauté internationale au sein du siège de la banque. Après Atlantic Council, écoutez, il y a eu deux attitudes à Atlantic Council. Il y a parce qu'Atlantic Council, c'est quoi son travail? C'est de travailler à des partenariats, des alliances avec les autres pays du monde. Or, avec Trump, c'est America First. C'est compliqué. En plus, les mots du président Trump vis-à-vis de l'Afrique, les nations africaines ont été limite insultants au départ. Donc, c'était très compliqué. Et d'autres organisations d'autres départements au sein de l'Atlantic Council y ont vu au contraire une occasion de grandir et ont multiplié les partenariats comme une réponse d'une autre Amérique à cette Amérique-là. Parce que il y a aussi l'Amérique éternelle, on va dire, indépendamment des présidents qui avaient envie de continuer à avoir des relations avec le monde. Et cela était dans les 6 ans. Et donc, plus que jamais, on en a vu qui ont multiplié les partenaires comme une question de survie. Et donc, lorsque l'administration Biden est arrivée, ils étaient prêts. Ils étaient prêts à continuer ce travail multilatéral de relations avec des partenaires étrangers. Et moi, je suis arrivée évidemment à la tête de l'Africa Center à un moment où les Proud Boys défilaient en bas de chez moi. Et c'était un peu flippant comme situation parce qu'on se dit, oula, c'est quand même, on touche du doigt la réalité de cette Amérique-là aussi. Et bon, après, évidemment, c'est une autre Amérique qui l'a emporté. Et du coup, on a repris le travail. Ouais. Herman? Nangadef. Magnifique, Herman Cohen. Vous parlez Wolof. Magnifique. J'ai été ambassadeur des États-Unis au Sénégal en 1977 à 80. Je sais, mais enfin, il y en a qui oublient. Hein. Ou qui ne le parlent jamais, en fait. Ou qui ne le parlent jamais. Ma question, quelle est votre analyse sur le rôle de la Chine en Afrique en général? Comment vous voyez ça? C'est vrai que de Washington, je me dis toujours, vous savez, chinois ou pas chinois, l'Afrique est quand même intéressante. Parce qu'on a le sentiment que l'Afrique intéresse parce que la Chine s'y investit. Moi, je crois que, les Africains d'abord multiplient les partenariats de manière désormais décomplexée. On est sorti des logiques coloniales qui voulaient que les nations africaines aient des relations privilégiées et exclusives avec les anciens colonisateurs. Cette lecture-là, ce paradigme-là relève du passé. Deuxièmement, la dynamique s'explique par le fait que la Chine a su nourrir un dialogue avec les gouvernements, un dialogue fait, de non-préoccupation, de non-jugement par rapport à la gouvernance, à la question de l'état de droit, etc. Et donc, ça a libéré effectivement certains. Et puis, je dirais aussi que la Chine présente en elle-même des atouts dont elle a su jouer. D'abord, la stratégie des infrastructures dans un continent qui en manque, la construction d'hôpitaux, de stades, de routes, c'est important. Et ils ont su, les Chinois, développer une relation de confiance dans les marchés africains. C'est-à-dire que on parle souvent, on critique souvent les prêts chinois en disant que c'est des prêts toxiques. Mais la Chine voit l'Afrique comme une terre d'opportunité, pas comme une terre de risque. Quand ils font des prêts, ils les font à très long terme et à des bateaux. C'est pas le cas des pays occidentaux qui montrent leur méfiance vis-à-vis de l'Afrique, qu'ils considèrent comme une terre de risque en appliquant des taux d'intérêt absolument faramineux. Donc, moi, je considère que la Chine joue sa partition, et parce que les nations n'ont que des intérêts, elle est dans son bon droit de le faire. Et c'est pas la peine d'engueuler les États africains parce qu'ils font affaire avec la Chine. Au contraire, je pense que les pays occidentaux devraient revoir leur stratégie vis-à-vis de l'Afrique et montrer davantage de confiance
aux États africains. C'est là la clé, c'est là la réponse à la Chine. Concurrencer la Chine sur son terrain plutôt que de vilipender les nations africaines. Et puis, vous savez, les relations entre la Chine et l'Afrique sont très anciennes. Depuis le temps de la dynastie Ming, des eunuques qui faisaient partir leurs vaisseaux sur les océans jusqu'à atteindre les côtes de l'Afrique. C'est une très, très vieille histoire. Et l'une des plus vieilles cartes de l'Afrique se trouve du côté de Pékin, là, et qui date du XIIIe siècle. Donc, c'est une très, très vieille histoire. Et il faut aussi comprendre cette histoire-là pour savoir pourquoi la Chine est en Afrique. Nous poursuivons cette conversation avec Ramayad après cette pause. Nous retrouvons Ramayad. Rama, quand vous parlez des taux bas que fixe la Chine à l'Afrique, est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiète, comme tout de même pas mal d'observateurs, qu'il y ait finalement un prix politique important à payer par la suite en termes d'influence? C'est pas pire que ce qui se passe actuellement, hein. Non, je crois vraiment que ce n'est pas ainsi qu'on découragera les États africains de faire affaire avec la Chine lorsqu'ils estiment que c'est leur intérêt. Aujourd'hui, il y a beaucoup de préjugés qu'il faut lever par rapport à la question de la dette. On dit souvent que l'Afrique est très endettée, que c'est un problème mondial, même c'est devenu un problème pour tout le monde. L'Afrique est moins endettée que l'Europe. Déjà, il faut arrêter de dire ça. L'Afrique est moins endettée que l'Europe. Ce qui pose problème, c'est le service de la dette, les intérêts de la dette, à cause des taux là dont je vous parlais, et surtout à cause des agences de notation qui, pour certaines, ont un biais africain. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas noter les économies africaines sur leurs performances économiques, mais sur ce fameux biais-là. Et résultat, lorsque ces États vont se financer sur les marchés, ils le font à un prix très élevé. Et cette dette-là aussi, elle est dangereuse. Elle est dangereuse pour l'Afrique et dangereuse pour le monde. Donc, moi, vraiment, je pense que si on veut privilégier des relations entre les États africains et des pays comme l'Amérique ou l'Europe, il faut le faire sur des bases qui n'ont rien à voir avec la Chine. La Chine, à la limite, on s'en occupera après. Pour l'instant, il faut peut-être que la stratégie vis-à-vis de l'Afrique change du côté des pays occidentaux et d'abord. Ça me semble être la meilleure chose à faire. Parce que la route de la soie, elle est partie et elle ne s'arrête pas aux frontières de l'Afrique. Je veux dire, le port du Pirée en Grèce a été acheté par les Chinois. Quand même, c'est quand même le berceau de la civilisation européenne et personne n'a réagi en Europe. Bon, et puis ils sont dans une espèce de mouvement assez audacieux avec la Russie. Ils sont en train de construire un multilatéralisme alternatif avec leur propre Banque mondiale, leur propre FMI. Et les États africains, c'est en gros pour les sommets Chine-Afrique sont courus. Je veux dire, les derniers, tous les chefs d'État africains, -1, y étaient. Et donc, pourquoi c'est comme ça? Parce que là encore, ça fait des décennies qu'on parle de démocratiser les institutions des Nations Unies ou plus largement les institutions internationales au profit des États africains, mais on ne le fait pas concrètement. Donc, les Chinois et les Russes se mettent à bâtir un multilatéralisme alternatif où les Africains ont une place. Et là encore, la meilleure réponse, ce n'est pas de critiquer ce mouvement-là. La meilleure réponse, c'est de permettre à un État africain d'entrer comme membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Denis? Oui, Rama, nous autres Américains, on n'a pas vraiment le sens de géographie. Donc, si je dis aux amis Dakar, Sénégal, Kenya, Tchad, quoi? Qu'est-ce que c'est? Hein? Pourquoi, ton avis, nous autres Américains, on s'en fiche complètement, la plupart, hein? Les gens que je connais s'en fichent complètement de ce qui se passe en Afrique. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses?
Ah, mais ça, c'est une question à poser à des Américains. Donc, c'est moi qui devrais vous poser cette question. Pourquoi? Peut-être parce que l'Amérique est un continent à elle toute seule. Elle est encore en conquête d'elle-même, mais en même temps, elle a su trouver le chemin de l'Afrique lorsqu'elle avait besoin pour bâtir son économie. Donc, ils savent qu'il n'y a pas d'Amérique sans l'Afrique. L'Amérique n'aurait pas son leadership actuel sans les Africains, d'hier comme d'aujourd'hui d'ailleurs. Avec sa vieille diaspora et sa diaspora plus récente à travers ses migrants. Donc, quand l'Amérique veut trouver le chemin du monde, croyez-moi, elle y parvient. Et puis, par ailleurs, je pense qu'il vaut mieux savoir ce qui se passe quand on est dans une démarche de leadership. Sinon, leadership de quoi? Et puis, il y a un soft power américain qui a aussi su trouver le chemin du monde lorsqu'il y avait la guerre froide avec l'Union soviétique, qui est aussi un autre type d'empire. Donc, et là, l'Amérique était bien présente en Afrique pendant la guerre froide. Elle était bien présente dans sa zone d'influence sur son sud et sur les Caraïbes. Donc, non, je pense que l'Amérique, au sens politique, connaît les frontières du monde. Sa population est encore enfermée dans cette dimension continentale. Il y a encore tellement de challenges en son sein à relever que d'ailleurs Trump a su saisir à travers ce America First et puis à travers aussi tous les problèmes tous les défis que l'Amérique doit relever aujourd'hui qui sont importants. Les conséquences du Covid, les problèmes de Black Lives Matter, tout ça, c'est la question de la désindustrialisation, tout ça, c'est des défis immenses. Et c'est pas une excuse, il n'y a pas que les États-Unis qui sont dans cette fermeture-là actuellement, l'Europe aussi. Regardez la montée des populismes, regardez la militarisation des frontières. Le risque de cette fermeture des frontières et de ce repli sur soi, c'est qu'on ne ferme pas seulement les frontières, mais qu'on ferme aussi les esprits. Et vous ne pouvez pas prétendre au leadership si vous avez l'esprit fermé sur le reste du monde. Rama, Denis a raison. Hein. Les Américains, comme d'ailleurs les Européens, bien souvent, l'Afrique, ils ignorent. Vous vous souvenez de la remarque de Trump à propos de Haïti et des pays en développement. Mais au niveau politique, tout de même, et au niveau de ces centres de réflexion, dont vous êtes maintenant l'une des membres, il y a tout de même un intérêt réel pour l'Afrique. Oui, disons que il y a une volonté à travers, et c'est ce qui m'a été dit en me proposant de diriger le département Afrique d'Atlantic Council, il y a une volonté de son board, de son leadership. Je rappelle qu'on a un board qui va de Condi Rice à Madeleine Albright. C'est des personnalités qui comptent à Washington. Il y a une volonté de donner une priorité aux problématiques africaines. Parce que je crois que dans l'administration américaine, des deux bords, de manière bipartisane, il y a de plus en plus une conscience que l'Afrique est susceptible d'être une question d'intérêt national, de sécurité nationale pour les États-Unis. Pas seulement parce qu'il y a des Africains américains et des Africains de récente immigration aux États-Unis. On a vu Biden est le premier candidat à la présidentielle à avoir consacré dans son programme de campagne une grosse partie aux immigrés africains des États-Unis. Ça, c'est nouveau. Mais en plus, il y a des questions stratégiques parce que les entreprises américaines sont toujours très présentes en Afrique. De chevron à Pilpor. Ils sont là et maintenant il y a les GAFA avec Facebook, Google qui investissent 2 milliards par an dans les startups africaines. Il y a 2 ans, c'était même pas 500 000 dollars par an. Google qui ouvre son premier centre d'intelligence artificielle à Accra, et on n'ignore pas que le Ghana est l'économie juste avant le Covid la plus dynamique
non pas d'Afrique, mais du monde. Donc, il y a des enjeux comme ça. On n'en est pas jusqu'à Jack Dorsey de Twitter qui dit que maintenant, il va aller habiter en Afrique parce qu'il ne l'a pas fait pour cause de Covid. Mais il y a ça. Et puis, il y a la Chine. Il y a la compétition des global powers qui est en train de se jouer et sur quelque chose de fondamental pour les États-Unis, le dollar. C'est-à-dire que les Chinois ont compris une chose. Ils savent que ils ne peuvent pas être considérés encore comme la première puissance économique mondiale. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le dollar. Ils ne tiennent pas à la monnaie. Et donc, ils se sont donné une génération pour faire tomber le dollar. Et cette bataille finale de la monnaie se joue où? Sur le continent africain. Comment? Par les monnaies digitales et les crypto-monnaies, dans lesquelles les Chinois se sont lancés à corps perdu sur le continent africain. Et ça, c'est un enjeu stratégique. Je veux dire, ici à Dakar, les gens payent tous par la monnaie, les paiements mobiles. Tout le monde. En France, ça n'existe pas. À Washington, j'ai pas vu ça. C'est quelque chose, c'est un phénomène absolument extraordinaire. Et donc, ce vieux continent, le plus vieux continent du monde, est aussi le plus jeune continent du monde. Et c'est sur ce continent-là qu'a eu lieu ces 2 dernières décennies la plus grande révolution technologique au monde. Ça, je crois que les Américains commencent à le comprendre à travers cette question du dollar. Et même on parle de l'écho qui va remplacer le franc CFA. Il y a plein d'économistes qui disent, mais pourquoi la monnaie physique? Passons directement à la monnaie digitale. Oublions ces histoires de franc CFA et d'écho. Ce n'est plus le sujet. Donc, ça, ce sont des enjeux stratégiques. Autre enjeu stratégique, la question du Sahel, qui n'est pas, semble-t-il, de prime abord, une question qui peut intéresser les Américains. Mais sauf que le Sahel est en train d'étendre sur les États côtiers. Côte d'Ivoire, Bénin ont été attaqués par les terroristes. Et ça, c'est quoi? C'est la Méditerranée, c'est l'Atlantique, c'est la frontière maritime avec l'Amérique, c'est aussi la route de la drogue avec les cartels sud-américains. Ça aussi, c'est une question stratégique. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense qu'il va être compliqué pour les États-Unis d'ignorer l'Afrique. Et au final, quand vous voyez tout ça, c'est pas l'Afrique qui a besoin de l'Amérique, c'est l'Amérique qui a besoin de l'Afrique. René? Oui, bon, alors, là, moi, je vais peut-être retourner sur le terrain politique, j'allais dire politique française, mais en démarrant même sur l'international. Vous aviez parlé tout à l'heure des populismes qui se sont développés dans tous les pays occidentaux. Ici, aux États-Unis, on a eu Trump. Il y a l'Angleterre, il y a la France, l'Italie, la Pologne, la Hongrie. On peut tous les citer, mais pour nous focaliser un peu sur la France, puisque vous y avez été le personnage politique le plus populaire pendant de nombreuses années. Dites-moi un peu comment vous voyez un peu cette crise de la démocratie qu'il y a dans les pays occidentaux, en France en particulier, où on a le sentiment qu'on va aller aux prochaines élections à encore un deuxième tour entre l'extrême droite et éventuellement le président actuel. Ce jeu-là, il ne va pas durer éternellement quand même. Ça finit par se voir. Quand on arrive à des situations extrêmes et qu'on s'y habitue, où le candidat de la République se trouve face au candidat de l'extrême droite, il gagne à tous les coups, puis ensuite on revoit la même déception, etc. Ça va. Au bout d'un moment, vous savez, les sauveurs de la République vont rester à la maison et se dire on ne nous y reprendra plus. Et à ce moment-là, il est possible que l'extrême droite gagne un jour. Le jeu risque de s'arrêter un de ces jours. Au point où on en est, vous savez, ce qu'on appelle désormais les populistes, parce que vous voyez, on a changé de vocabulaire. Populiste, c'est plus mignon quand même, donc plus acceptable. C'est vrai. Et ça, on prépare les esprits. Donc, et on a vu cette expérience se faire dans des tas de pays, du Brésil à l'Amérique, et y compris au cœur de l'Europe, la Hongrie et d'autres. Donc, qu'est-ce qui empêche maintenant de sauter le pas? Je ne sais pas. Donc on joue avec le feu toujours. Là encore, les votants de l'extrême droite, parce que moi je continue à les appeler comme ça, sont devenus tellement nombreux qu'on ne veut plus les appeler comme ça justement, qu'on ne veut plus dire c'est les racistes. On ne peut pas qualifier de racistes 20 millions de Français ou 15 millions ou d'Européens ou que sais-je. On ne peut pas. Et donc, du coup, on change les mots, mais la réalité est la même.
ou alors on récupère leurs mots, et dans tous les sens du terme. Je pense que vraiment, l'idéal démocratique a été dévoyé et qu'on s'est habitué à ce dévoiement comme si c'était une fatalité. Et je trouve ça regrettable. Je crois qu'il faut renouveler les assises de la démocratie, aller récupérer le Pirée là-bas, s'en inspirer, et parce que tout est lié, tout est lié, tout est lié. Et donc, alors, dans ce travail de récupération de la démocratie, de remobilisation, est-ce que vous comptez y reparticiper un peu en France, ou est-ce que la politique pour vous c'est terminé? Non, moi, la politique, j'adorerais toujours ça. Vraiment, je n'ai pas vu passer les 10 ans d'engagement politique tellement c'est ma passion et j'aime convaincre. Je connais la France par cœur et du fond des tripes. J'ai parcouru ce pays, sa géographie que les Américains aiment tant, de long à large, en travers de la Picardie à la Corse, des Pyrénées-Orientales à la Savoie. Et en plus, pendant la présidentielle, lorsque je cherchais les parrainages, j'allais les chercher dans les tout petits villages. Et donc, j'ai touché du doigt à chaque fois l'âme profonde de ce pays et ce qui fait sa géographie, son histoire, sa culture, sa force et sa faiblesse. Et donc, ce que je comprends, ce que je ressens du peuple français, là, c'est un très haut degré d'exaspération qui fait qu'à mon avis, ils sont capables de faire reset, ils sont capables de rabattre les cartes et de dire, eh ben, tant pis. Et parce qu'il y a plus de remise en cause du système de l'élite politique. L'élite politique a renoncé à changer. Et les Français sont un peuple révolutionnaire. C'est quand on s'y attend le moins qu'ils envoient tout valser. Et là, la démocratie n'arrive pas à se renouveler. La participation aux dernières élections régionales est tellement faible. Et vous savez, les dirigeants aiment l'abstention parce que du coup, il n'y a plus que leurs militants pour aller voter. Donc, ne vous laissez pas leurrer par les pleurs, les complaintes sur l'abstention. Ils adorent l'abstention. Donc, moi, si je vais en politique, là, bon, j'ai besoin de vous savez, être en Amérique, c'est être dans le monde. Et j'avais besoin de reconstituer mes neurones après 10 ans de petites phrases politiques, d'une part, et puis de comprendre les mouvements du monde. Où est-ce qu'on va? Qui dirige? Pourquoi faire? Quel monde on va construire pour nos enfants? Comment régler les problèmes? Parce que depuis la France est trop petite pour comprendre ça. Les gens sont désemparés, ils savent pas. Et moi, je me suis dit, bon, j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne, où ça se décide. Et Washington, ça se décide à Washington, ça se décide aussi à Dakar. Et donc, je verrai ce que je fais de cette expérience plus tard, mais j'aimerais bien à un moment donné, que ce soit par un livre, par l'engagement, le partager avec les Français, parce que notre histoire n'est pas terminée. Notre émission, malheureusement, est sur le point de se terminer. Je voulais vous poser une question. Vous avez été l'enfant terrible de la présidence Sarkozy. Vous étiez très jeune tout de même quand vous avez été secrétaire d'État. Merci de me rappeler que j'ai vieilli. Non. J'ai pris de l'âge. C'est pas exactement ce que je voulais dire. Et je m'en excuse si vous l'avez. Non, pas du tout. C'était une réflexion. Justement, avec le temps, est-ce que vous ne regrettez pas un petit peu vos éclats? Oui, on a qualifié mes convictions de rébellion. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai quand même le droit d'avoir des convictions, de les exprimer. Mais le système politique est tellement compassé, tellement hypocrite qu'on ne doit pas dire ce qu'on pense et on doit avaler les couleuvres et puis faire tout l'inverse de ce qu'on devrait faire. Moi, j'ai voulu faire de la politique autrement et je crois que d'ailleurs c'est ce que les Français et les électeurs et les citoyens veulent. Mais je n'ai jamais dérogé au sens des responsabilités. Il n'y a jamais rien eu qui était l'objet d'une improvisation quelconque, d'une émotion. L'émotion n'a jamais
prévalu sur la raison. Je sais pas, par exemple, un exemple tout bête, lorsqu'on parle de la Libye et de Kadhafi, on m'a souvent dit que j'ai fait des déclarations à l'emporte-pièce. Absolument pas. Mes déclarations étaient absolument concertées avec le Quai d'Orsay, pensées ensemble et absolument assumées. Donc, y compris même sur un plan économique. Donc, moi, j'ai toujours, là, je n'ai pas un motif pour expliquer les choses. La conviction, si. Et d'une certaine manière aussi, c'était dans l'intérêt de la France. Parce que la France ne peut pas se dire patrie des droits de l'homme, donner des leçons de morale à la terre entière et toute la journée pour ne pas se les appliquer à elle-même. Vous voyez, quand Linda Thomas-Greenfield, qui est ambassadrice américaine aux Nations Unies, dénonce à la tribune des Nations Unies le racisme structurel en Amérique, elle se fait reprocher ça. Quelle est cette ambassadrice qui blâme l'Amérique? C'est pas son rôle à la tribune des Nations Unies. Elle répond, elle a parfaitement raison. Mais comment voulez-vous que nous portions le leadership américain dans le monde si sur notre sol nous commettons des actes pareils? C'est donc une question de crédibilité. Et je peux vous assurer que la France était plus forte à travers ma personne de secrétaire aux droits de l'homme lorsque je lui demandais d'appliquer ses propres principes et qu'ensuite j'allais en Égypte ou en République démocratique du Congo pour plaider en faveur des droits de l'homme. J'étais beaucoup plus crédible dans ce rôle-là et à travers moi la France que lorsque je fermais les yeux sur nos propres turpitudes. Regret donc. Est-ce que Ramayad envisage une nouvelle candidature à la présidence de la République? Là, vous voyez, c'est trop tard. L'Amérique me prend tellement de temps que je n'ai rien préparé pour être candidate à cette présidentielle-là. Non. Et puis, vraiment, je suis passionnée par ce que je fais actuellement avec Atlantic Council et avoir le monde comme scène de réflexion, c'est un privilège, mais vraiment exceptionnel. Et puis, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes des migrants. Je peux pas fonctionner sur une scène nationale, même française, où les frontières et les esprits se sont à ce point fermés. Donc, il faut que je sois beaucoup plus solide à travers l'expérience que je suis en train d'acquérir pour ensuite avoir la force, peut-être demain, d'aller à nouveau à la rencontre des Français et de leur dire et de leur rappeler ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire une nation ouverte sur le monde et qui ne tire son caractère exceptionnel que de cette ouverture d'esprit-là. Voilà, donc je pense que la rencontre ne peut pas se faire maintenant parce que ni moi ni eux nous sommes prêts à ça pour l'instant. Et peut-être que si un jour, peut-être que non, je n'en sais rien. On verra bien ce que la vie nous réserve. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci Ramayad. Je rappelle que vous êtes directrice du département Afrique au Centre de réflexion Atlantic Council ici à Washington. Tous nos vœux pour la suite de votre carrière et s'il vous plaît, revenez nous voir. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout le temps dont nous disposons aujourd'hui. Merci René, Denis, Herman, sans oublier notre producteur-réalisateur Serge Njemba. Et merci à vous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions et adressez-les à .usa frenchbuzztv.com. Ici Claude Porcella à Washington. À bientôt.